Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Mathieu Macheret. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Qui va vous parler, vous inviter à voir Rome, ville ouverte. C'est un film, je suis très heureux de vous le présenter, c'est un film majeur évidemment dans l'histoire du cinéma qui a une importance décisive et qui dépasse même sa simple place dans la filmographie de Rossellini. C'est un film qui succède à une première période chez Rossellini qu'on a l'habitude de dénommer qu'on a l'habitude d'appeler la trilogie fasciste, qu'il avait tournée sous la période de Rossellini, il avait fait sous la période de Mussolini, pardon. Il avait fait ses débuts de cinéaste dans cette période-là, sous Mussolini. Et Rome, ville ouverte est pour lui une façon de recommencer quelque chose. C'est un moment d'opportunité pour Rossellini où il sent que le vent de l'histoire est en train de tourner. Il va redéfinir complètement son cinéma. Donc une nouvelle période s'ouvre pour lui à ce moment-là. Le film est tourné sur les cendres de la libération italienne, à Rome, où les traces des combats, des affrontements, de l'armée d'occupation sont encore présentes. Le film est tourné in situ, je vous en dirai un petit peu plus là-dessus. Mais ce qui est très important quand on parle de Rome, ville ouverte, c'est de dire que le film ouvre une nouvelle période tout simplement pour le cinéma. Il ouvre un champ de possibles tout à fait inouï. C'est le coup d'envoi de ce qu'on appellera le cinéma moderne. Le film va immédiatement frapper les esprits. Il sera bien sûr extrêmement considéré par la critique, notamment la critique française, qui va en faire un jalon de l'aventure du cinéma moderne. Aventure qui commence avec le cinéma italien d'après-guerre. Le film inaugure aussi un courant esthétique qu'on appellera le néoréalisme, c'est-à-dire après toute une période du cinéma mussolinien, cinéma qu'on a appelé celui des téléphones blancs parce qu'il il représentait des scènes de la bourgeoisie, il était éloigné des réalités du peuple italien et les personnages étaient souvent munis de téléphones blancs dans des appartements très riches, etc. Et donc tout cela était très éthéré, très loin des réalités, d'où le nom de cinéma des téléphones blancs. Et le néoréalisme est une sorte de reconquête, de reconstruction de l'Italie par elle-même et par les formes cinématographiques qui permettent de laver le déshonneur d'une part qui a été celle de la période historique précédente et de recommencer sur de nouvelles bases en recréant, en refondant un rapport à la réalité. Le cinéma, comme on l'a dit de manière un peu synthétique et sans doute simplifiée, descend dans la rue, profite de nouveaux moyens de production, de tournage plus légers, de caméras plus sensibles. Et il y a évidemment avec cet effort de tourner dans la rue tout un mouvement qui naît et dont Rome, ville ouverte est un peu, on avait dit, le coup d'envoi, le lancement. Le film lance aussi la carrière de Rossellini comme auteur, comme cinéaste important de premier plan. Et c'est une carrière qui ne durera pas très longtemps, une vingtaine d'années au cinéma, et Rossellini ensuite va embrayer très rapidement dans une autre aventure qui sera celle de la télévision. Très rapidement, Rossellini ne croira plus à l'avenir du cinéma. Il prend un tournant après la prise de pouvoir par Louis XIV, où tout à coup il devient une espèce d'éducateur télévisuel, où il va retracer l'histoire de l'humanité à travers des séries de téléfilms dédiés aux grands hommes, Socrate, Platon, Descartes, etc. Enfin, et voilà, il va dresser toute une série de portraits dans des téléfilms, des films tournés pour la télévision qui vont très loin dans ce qui aura été une caractéristique du cinéma de Rossellini, c'est-à-dire un anti-formalisme, le fait de ne pas fétichiser l'esthétique, bien au contraire, mais justement d'essayer de trouver une forme presque neutre pour être au plus près des choses, au plus près de ce qu'on représente. Mais revenons à Rome, ville ouverte, le film inaugure encore autre chose. C'est pour vous dire à quel point il a été un commencement, une source multiple de commencements au pluriel.
il ouvre une nouvelle trilogie pour Rossellini, la trilogie dite de la guerre, cette fois. Hein. Alors, il y a Rome, ville ouverte, Paisa et Allemagne année zéro, où Rossellini fait un geste, c'est-à-dire essayer de comprendre quel choc aura été la Seconde Guerre mondiale dans toutes ses déclinaisons sur la civilisation occidentale, européenne, sur l'Europe, et quelle commotion terrible elle a provoqué, et le désastre, quelque part, d'essayer de saisir quelque chose de ce désastre, de la destruction qui a eu lieu. Et le mouvement moderne au cinéma, la modernité au cinéma est amené par ce geste de se dire qu'un cinéma nouveau ne peut naître à ce moment-là que sur des ruines. Et il faut prendre acte de ces ruines, il faut prendre acte de cette destruction, de ce néant, pour essayer de refonder et de rebâtir quelque chose. Et vraiment, le film est Rome, ville ouverte est le témoin de ça. Allemagne année zéro, si vous l'avez vu, si vous comptez le voir, ira encore plus loin dans la prise en compte de cette rupture fondamentale pour la société occidentale qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Mais pour l'instant, Rome, ville ouverte est un portrait des derniers moments de la résistance et de l'occupation de Rome, à un moment où la libération n'est plus très loin, et on sent les choses sur le point de basculer historiquement, mais encore indéterminées. C'est-à-dire qu'il est possible que les deux forces sont encore latentes, et il est encore possible que l'une ou l'autre puisse l'emporter. Donc le film retrace les derniers moments avant la libération de Rome, et il est tourné presque quasiment en simultané avec les faits historiques dont il traite. Hein, c'est-à-dire ces derniers moments de la présence de l'armée d'occupation, des nazis et de la Gestapo à Rome. Donc, comme je vous le disais, les traces historiques à l'intérieur du film sont encore fumantes. Hein. Il est tourné quasiment un an après, il a été écrit simultanément en simultané avec ces faits historiques, et il y a comme ça une sensation presque de direct, je dirais entre guillemets, qui est tout à fait saisissante quand on voit le film, puisque, comme je vous l'ai dit, Rossellini, qui avait commencé sous Mussolini, doit tout reprendre à zéro avec ce film. C'est un film qui est tourné dans des conditions extrêmement précaires, qui est d'abord issu d'une session de travail d'écriture avec différents scénaristes, dont Fellini, que vous verrez, qui apparaît au générique, qui à l'époque était scénariste, qui commence comme ça dans les rangs du néoréalisme. Et il est tourné dans une ville, Rome, in situ, là où les événements ont eu lieu et ont laissé les stigmates. Hein, on le voit sur les murs du film, sur les sites que filme Rossellini gardent encore des traces chaudes, fumantes du désastre qui a été celui de l'occupation. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement frappant. Mais une réalité importante quand on considère le cinéma de Rossellini par rapport à ce film-là, c'est aussi, vous regarderez le tout premier carton du film qui précise, et c'est très étonnant quand on connaît la célébration qui a été faite de Rossellini, d'un cinéaste du réel, au prix sur les choses, qui a déclaré dans un célèbre entretien « Les choses sont là, pourquoi les transformer ?» ce qui est une phrase qui est restée une espèce d'adage pour tout cinéaste soucieux de réalisme. Le premier carton du film est très étonnant parce qu'il nous déclare que les faits décrits sont purement fictionnels et ne sauraient se rapporter, comme la formule le veut, à des situations réelles. Et c'est intéressant parce que souvent c'est une formulation de pure convention qui permet de dédouaner le cinéaste de l'inspiration qu'il a pu trouver dans la réalité. Mais ici ce n'est pas le cas. Je crois qu'il y a quelque chose de très important pour Rossellini, qu'on a souvent caricaturé comme quelqu'un qui ne faisait pas du tout attention à la fiction et qui en quelque sorte capturait les épluchures de la réalité. Eh bien non, c'est pas du tout ça. Le récit est extrêmement important dans Rome, ville ouverte. Et Rossellini, dès ce premier carton, revendique les puissances du récit, le fait de raconter, de dire quelque chose, alors raconter non pas comme une invention de l'imaginaire, mais bel et bien comme un témoignage de ce qui a été, de ce qui a eu lieu. Mais c'est par la complexité du récit, la multiplicité des personnages,
le nombre des situations mises ensemble et tissées au long du film, qui va réussir à témoigner de cette situation extrêmement complexe qui a été celle de la libération. Et vous allez voir, une des premières choses, un des premiers éléments qu'on dit assez rarement sur Rome, ville ouverte, c'est à quel point c'est un film magnifiquement raconté, qui est pétri de situations extrêmement complexes, qui s'imbriquent les unes les autres, qui est un chef-d'œuvre de narration, de récit. Ce n'est pas que ça, hein, bien sûr, mais déjà il y a un foisonnement romanesque à l'intérieur du film. Encore une fois, pas un romanesque d'invention ou un délire imaginaire, pas du tout, mais un romanesque qui essaye de dire que la réalité est fragmentée, elle est multiple, elle est diverse, et il faut en prendre compte. Et peu importe une espèce de cohérence linéaire du récit imaginé par le classicisme, ce qui compte, c'est au contraire l'effusion, la fragmentation, la multiplicité, la diversité des situations décrites. C'est pour ça que le film compte un grand nombre de personnages. Et vous allez le voir, ceux qui s'expriment à travers Rome, ville ouverte, pour ceux qui ont vu, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu déjà des films de Rossellini, il y a souvent un art novelliste chez Rossellini. C'est-à-dire le fait qu'un film de Rossellini est souvent comme un recueil de nouvelles. Hein, on ne se satisfait pas de l'unicité du drame, il faut toujours le compléter par justement tous les accidents, toute la diversité de cette réalité qu'il essaye de reconstituer. Et encore une fois, c'est un peu à contre-courant de ce qu'on dit généralement sur lui. L'évidement du récit, etc. Et aussi, ça peut être une caricature de la modernité, cette modernité que Rossellini a incarnée et inaugurée, que de dire qu'elle se fiche éperdument de la narration du récit. Ici, bien au contraire, c'est extrêmement important. Le film s'intéresse donc et met en scène le chassé-croisé entre un réseau de résistants et les forces d'occupation qui les pourchassent et qui essayent d'arrêter notamment une haute figure de la résistance, Giorgio Manfredi, que vous allez découvrir dès le début du film. Rassurez-vous, je ne vais pas vous gâcher ni divulguer des éléments trop importants de l'intrigue. Donc ça, pas de problème. Mais ce qui est très intéressant dans la façon dont Rossellini aborde ce récit-là, cette histoire des derniers moments, de la bascule de la résistance, de ces derniers affrontements avec l'armée d'occupation, c'est qu'il va établir, dès le début du film, un relais entre ces personnages. Un relais qui est aussi la constitution d'un réseau clandestin. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que les scènes de Rome, ville ouverte mettent en œuvre un passage de relais entre différents personnages qui vont nous faire éprouver plusieurs situations liées à cette période. C'est-à-dire déjà, bien sûr, la pauvreté des habitants de Rome qui sont soumis à des restrictions, à la famine, la difficulté de trouver des vivres, et un couvre-feu, etc. Difficulté aussi de la résistance à s'organiser, à communiquer, surtout le fait de communiquer est une donnée extrêmement importante de Rome, ville ouverte. Il s'agit souvent de faire passer des messages, de donner une information, tout en évitant bien sûr de se faire capturer par les nazis. Donc ça, c'est presque un travail de termite, un travail souterrain du film, qui se construit comme ça par une série de communications, de rencontres, de passages, et qui nous emmène dans les différents lieux de cette Rome occupée, que sont les petits appartements miteux des quartiers populaires, que sont les rues, les passages des trains, les cabarets, le centre de la Gestapo, etc. Enfin voilà, il y a vraiment une multiplicité de décors. On évolue à l'intérieur de cela d'une manière très fluide, que Rossellini établit par tout souvent des duos de personnages qui, par capillarité, se répandent les uns les autres et font transiter des informations, des savoirs, des messages secrets. Donc ça, c'est une première donnée qui est tout à fait frappante. La situation que Rossellini décrit dans le film, c'est de montrer, aussi d'établir, à travers ces différents récits, qu'il y a différents personnages et que ces personnages s'attachent à chaque fois
un récit particulier, un destin, un cheminement à l'intérieur de cette période d'occupation. Rossellini nous décrit des martyrs de l'occupation, c'est-à-dire des gens qui auront à souffrir et à supporter, voilà, à porter un tribut très lourd en traversant cette période historique. C'est une série de portraits, le film est une série de portraits qui sont liés les uns aux autres, et il va nous montrer à la fois les difficultés de la résistance, les difficultés de la vie quotidienne, avec un souci de la notation précise, du détail, et même du détail trivial qui va extrêmement loin, et qui donne à cette représentation de la période une densité extrême, et même la sensation concrète d'avoir affaire aux choses mêmes. Et ça, c'est aussi vraiment fondateur. Il y a donc, comme on l'a dit, tout un relais, tout un réseau de personnages, des couples, des femmes qui sont amoureuses ou liées à des personnages de résistants, des enfants, etc. Et il va montrer à quel point l'occupation fabrique de fait un peuple italien qui est obligé de s'allier, de se nouer, de se concrétiser pour résister. Et c'est évidemment la diversité des profils qui intéresse aussi Rossellini, parce qu'il y a, outre les personnages des résistants, le personnage de Pina joué par Anna Magnani, qui est une mère célibataire sur le point de se remarier. Il y a le personnage de Don Pietro, le prêtre, qui montre aussi l'apport des catholiques à la résistance, qui a été réelle. Rossellini va nous montrer aussi la part que prennent les enfants à cette résistance, puisque vous verrez que, et encore une fois, c'est pas vous révéler grand-chose que de dire que dans Rome, ville ouverte, les enfants posent des bombes. Voilà, donc c'est aussi une donnée tout à fait saisissante. Et à travers cette galerie de personnages, voilà, il compose un portrait fragmenté de la résistance, de ses difficultés, de ses dissensions aussi. C'est très étonnant de voir à quel point le film anticipe, et même plus que ça, montre quelles ont été les dissensions politiques qui se jouent déjà au sein de la résistance italienne, qui justement agrègent des sensibilités politiques extrêmement différentes entre les catholiques de gauche et les communistes, par exemple, quelque chose qui est évoqué en filigrane, suggéré dans le film. Et Rossellini prévoit, évidemment, pressent les difficultés qui seront celles du temps d'après, de la libération, où tout à coup ces antagonismes politiques vont ressurgir. Tout cela est montré, exprimé au sein du film, et ça participe encore une fois du portrait général. Il y a bien sûr, je vous parlais de ce goût du détail, de ce sens du détail qui est extrêmement fort ici. Rossellini, et là on touche j'ai l'impression au cœur du projet, nous montre à quel point l'occupation a été un facteur à la fois d'union forcée entre des parties très antagonistes du peuple italien et en même temps de profonde désagrégation du corps social. Il nous montre, malgré l'entreprise de résistance, malgré la solidarité populaire qui peut s'organiser, à quel point, malgré tout, la situation d'occupation casse le pays, désagrège, détruit les liens, détruit les structures sociales. Et c'est une espèce d'effroi qui mène le film, un effroi devant l'ampleur de ce qu'il y aura à reconstruire par la suite. Et cet effroi est sensible dans beaucoup de scènes, vous le verrez. Il y a une noirceur terrible du film qui, on le comprend, essaye de susciter la colère, la révolte du spectateur devant ce qui lui est montré. C'est pourquoi c'est un film assez peu réconciliateur sur le fond. Et vous verrez, on en ressort avec presque un cri de rage en soi, qui était celui de Rossellini à ce moment-là. Donc désagrégation profonde de la société, l'occupation, le nazisme est un principe destructeur, ça c'est un tropisme évident, mais Rossellini le montre dans le détail. Détails extrêmement triviaux, la pauvreté des appartements, le dénuement des existences, et aussi,
pour ajouter à la complexité de tout ça, la pulsion vitale qui ressort dans ces périodes d'extrême dénuement, de danger. Hein. Il y a une libido malade, une libido terrible à l'intérieur de Rome, ville ouverte, que Rossellini ne cache pas, qu'il exprime à travers, en suggérant la prostitution des femmes, en suggérant, en montrant le cabaret, en montrant les jeunes femmes souvent réduites à trouver des souteneurs parmi les forces d'occupation. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses qui viennent nourrir le récit terriblement. On a pu parler d'un érotisme malade, en effet, à l'endroit de Rome, ville ouverte. Alors, malade, c'est un terme qu'on pourrait discuter, mais en tout cas, un érotisme de la dernière chance, une pulsion de vie qui s'exprime à travers les corps, les désirs, etc. Vous verrez le personnage de Marina, qui est celui de la danseuse de cabaret, qui est un personnage clé dans les relations qui nouent les différents personnages, qui fait le pont entre les résistants et les forces d'occupation. Donc voilà, il y a tout un réseau comme ça qui est extrêmement passionnant et qui manifeste une sorte de pourrissement social. Plus la situation d'occupation dure, plus la société se détruit de l'intérieur. Et vous verrez aussi qu'il y a plusieurs scènes du film qui sont extrêmement intéressantes, qui se passent au siège de la Gestapo, auprès du fureur local du film, ou disons dans son sillage, parmi ses informateurs, etc. Et ces séquences sont extrêmement intéressantes parce qu'elles anticipent aussi d'une certaine manière la représentation qui sera postérieure du nazisme dans le cinéma italien. On peut penser par exemple au film Les damnés de Visconti, où le nazisme sera montré comme une sorte de maladie, une névrose sexuelle, etc. Il y a eu plein de déclinaisons de ça. Mais ici, c'est particulièrement frappant de le voir dès 1945, le film est de 1945, hein, il est de l'immédiate après-guerre, et de voir à quel point Rossellini montre ces personnages d'occupants presque comme des dégénérés, quelque chose d'une haute culture de la civilisation occidentale qui est arrivée justement à un point de bascule et de renversement d'une telle sophistication qu'elle pourrit elle-même. Elle est un principe de pourrissement. Et ça, c'est aussi très fort dans le film. Alors, il y a dans Rome, ville ouverte des scènes absolument bouleversantes que vous découvrirez. Hein. Je ne veux absolument pas gâcher la surprise pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. J'ai parlé de martyrs tout à l'heure. Il y a bien sûr, et ça, c'est important de le dire, un imaginaire biblique dans les films de Rossellini de cette période, ceux de la trilogie de la guerre, mais aussi plus tard des films tournés avec Ingrid Bergman, qui en tout cas intègrent la représentation du peuple italien, l'imaginaire religieux qui a pu être celui de l'époque et encore d'aujourd'hui, qui irrigue comme ça la société italienne. C'est pour ça qu'il intègre le personnage du prêtre Don Pietro, qui lui aussi va prendre en charge des missions à la fois de protection, de cacher des résistants, et aussi de transmettre de précieux documents. Mais au-delà de ça, l'iconographie chrétienne, l'iconographie même catholique, romaine, innerve le film en profondeur. Ça n'empêche pas que le film soit extrêmement sceptique, sombre, noir, etc. Mais vous verrez que dans ce qu'auront à subir certains personnages, notamment la torture des nazis, il y a quelque chose du martyrologe, de la géographie presque. Hein. On décrit comme ça la souffrance terrible de personnages, c'est pour la deuxième partie du film, qui rejoint une certaine iconographie, même des tableaux de Mantegna, etc., une certaine imagerie de la peinture religieuse, qui est très forte et qu'on oublie souvent de mentionner quand on parle du film, parce qu'on veut surtout sauver le réel, sauver la réalité, le rapport comme ça à l'urgence des faits et à l'urgence des choses. On oublie de rappeler qu'il est, il est aussi très imprégné de toute l'iconographie, d'une picturalité de l'art italien et de l'art religieux qui s'exprime ici. Voilà, alors ça c'est les éléments que je peux commencer par vous donner. Il est impossible évidemment d'épuiser la richesse du film comme ça en une présentation de 25 minutes. Disons simplement que le film a fait évidemment
est resté un jalon du cinéma italien, un film extrêmement important, que son rapport à l'histoire est déterminant, c'est une sorte d'histoire racontée à chaud, et que ce mélange d'envie de témoignage, de récits complexes, de précision dans le détail, de travail des personnages, et en même temps de noirceur absolue, a fait de Rome, ville ouverte, peut-être le moment où le cinéma italien fait son historiographie, raconte son histoire en direct, se présente comme l'un des plus importants du monde, et il le sera au moins jusqu'en 1963. Le cinéma italien sera un centre de création et l'un des tout premiers cinémas des plus importants, avec un rôle, encore une fois, déterminant dans ce que sera la modernité du cinéma. Tout prend son origine ici, donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ouvrez bien grand les yeux et les oreilles, c'est un moment formidable. Je ne suis pas trop entré dans les détails du récit, mais vous allez voir qu'il y a des scènes qui sont restées iconiques, comme la course d'Anna Magnani, je ne vous en dis pas plus. Et juste un dernier détail, et j'en aurai fini. Encore une fois, ça ne révèle rien de l'intrigue, donc rassurez-vous. Mais le film commence sur une marche de l'armée d'occupation en pleine nuit, donc la marche des nazis, et se termine sur la marche des enfants. Et voilà, ce sont deux marches symétriques qui se regardent l'une l'autre et dans laquelle Rossellini surprend une sorte de mouvement de l'histoire et peut-être d'un renversement qui sera impossible de réfréner par la suite. Voilà, je vous souhaite une très bonne projection, bon film.